Donc, le syndrome d'épuisement professionnel. T'as arrêté, hein? Anglicisé sous burn out, qui a donné ensuite une génération de burn in et de bore out, si jamais vous l'avez vu passer. Brown out ou bore out. J'ai vu passer le bore out aussi. Oui, différent, oui, oui. Mais c'est c'est comme la galaxie des 10. Il y a eu le burn-out d'abord et puis tous les autres après. Ça donne des idées. Alors si vous êtes en veine de créativité, c'est libre, hein, le brainstorming est ouvert. Donc il est difficile de parler de syndrome d'épuisement professionnel sans avoir parlé de stress. J'ai bien de la misère à vous emmener dans le burn-out si on n'a pas encore tout à fait stress et anxiété. Parce que le burn-out n'existerait pas sans une accumulation absolument outrancière de stress, à connotation essentiellement professionnelle au début, aujourd'hui un petit peu tous azimuts. Donc on va faire un rétro-process, si ça vous va bien, d'accord ? Première ligne, le burn-out est le résultat de l'accumulation continue de stress et représente l'épuisement de nos ressources physiques, mentales et émotionnelles. Il s'installe progressivement, même s'il peut donner l'impression de survenir d'un coup. Alors, on sait que le terme burn-out, c'est un peu les pompiers en bas, les pompiers d'ici, là, de la Rama, pourraient donc en attester. Le feu peut couver pendant des heures entre deux parois, même parfois pendant des jours. Et tout d'un coup, au moment où il n'y a plus rien et où la dernière structure va céder, les flammes vont sortir, c'est ça, c'est une seconde le burn-out. Mais ça a couvé pendant des heures, voire des jours. Et c'est tout à fait la métaphore la plus je pense, judicieuse, parce qu'on s'acharnait sur le moment du burn-out et les gens ont longtemps, les non-professionnels, longtemps cru que c'était le nom du processus. Mais le processus d'épuisement puis d'effondrement, principalement professionnel au début, ça ne se résume pas juste avec le terme burn-out. Il faut beaucoup d'usure pour que tout d'un coup, il faut arrêter. Même moi, je dévie. Les flammes finissent par passer à travers la cloison et puis enfin, on voit que ça brûle. Et du coup, le problème, c'est que quand ça brûle, derrière, c'est déjà... Je fais exprès. Alors, à vous de faire le tri. Je vous en donne. Vous en voulez, je vous en donne. C'est que derrière, c'est déjà très consumé. Bon, Oscar a raison parce qu'il dit le verbe to burn out signifie littéralement griller. Un circuit électrique, une prise, brûler, s'user, s'épuiser, en raison de demandes excessives d'énergie, de force ou de ressources. Saviez-vous qu'à l'origine, burn-out est un terme de l'industrie aérospatiale? Il désigne une fusée qui décolle dont le carburant vient à s'épuiser avec comme conséquence la surchauffe du moteur et le risque d'explosion de l'engin. Saviez-vous? Non. Les moteurs à combustion, post-combustion, burn-out. Ouais, impressionnant quand même. Donc, installation progressive chez des travailleurs, travailleuses qui sont soumis de manière prolongée à un stress qu'ils ne contrôlent pas ou plus, résultant d'un stress chronique dans le travail, sans que la tension chez la personne ne puisse se relâcher. Cet état d'épuisement progressif des ressources peut mettre beaucoup de temps à se développer, des mois voire des années, ce qui explique qu'une longue période soit nécessaire pour s'en rétablir. Yes. Un des derniers en date que j'avais accueilli était à un niveau un cadre sup, à un niveau tel qu'il était inenvisageable de s'absenter plus de 48 heures. Évidemment. Et quand ça a lâché, c'est-à-dire que toutes les passerelles avaient déjà grillé derrière, et ça c'était la dernière qui restait encore à griller, quand ça a lâché, il se faisait reconduire son arrêt de travail de semaine en semaine. Parce qu'à chaque fois, la simple idée d'y retourner, il redéclenchait un ensemble de symptômes, mais à claquer des dents, à être pris de tremblements essentiels, là, le truc neurologique, à ne même plus pouvoir les yeux exorbités et des attaques paniques, à la simple idée d'en renfiler son costard le lundi matin et de retourner dans son bureau.
Et il se disait, bon, mais ça va passer, ça va passer, ça va passer. Donc je vous laisse imaginer la demande aussi quand il vient vous voir. Bon, même s'il faut venir 3 fois dans la semaine, mais vous me requinquez, vous me remettez sur pied, il faut arrêter cette plaisanterie, ça suffit. Là, j'attaque la 2e semaine, ça ne va plus. Et il a attaqué la 3e, ça lui a pris 1 an. Entre-temps, il a été remplacé, parce que c'est un directeur, dans le monde bancaire et sans pitié, bankster et sans pitié. Il a été remplacé. Et après, quand il a réenvisagé de nouveau une reprise d'activité professionnelle, c'était tout sauf dans le même milieu. Et c'est d'ailleurs à ce propos, puisqu'on va y aller, mais juste sur le plan psychopathologique, parce que sinon c'est des formations sur la gestion de l'épuisement professionnel et surtout les remises en emploi. Vous avez vu qu'il y a des textes maintenant de loi, protection des salariés, prise en considération des maladies professionnelles, du burn-out, etc. Il y a 2 mesures qui sont malheureusement préconisées, mais sur le terrain, j'attends toujours de les voir mises en application. Une personne qui s'est arrêtée plus d'1 mois, qui met du temps à revenir, qui va reprendre à pourcentage, 50, 75, 80, qui va reprendre progressivement pour voir si ça marche. 1, elle ne retourne absolument pas à son poste dans les mêmes conditions, avec le même environnement, sans qu'il y ait eu un travail au niveau de l'équipe. Et 2, elle ne retourne absolument pas au même poste, dans les mêmes conditions, pour faire le même travail, après s'être effondrée 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, si elle n'a pas bénéficié d'un suivi, d'un accompagnement pour sa reprise, sa reprise de fonction. Et regardez juste, dans la réalité des faits, où est-ce que c'est... C'est vraiment le type, il revient du front, il a la jambe sous le bras, et je crois que j'ai perdu quelque chose. Vous pourriez me réparer ça. On lui recoue, imaginons, c'est dans un dessin animé. On lui recoue la jambe, on lui remet tout ça en place, on met un peu de colle magique et tout. 2 semaines après, il retourne, Une fois d'après, il revient avec un bras sous l'autre bras. On lui remet le bras, en colle magique, il y retourne. Puis un jour, il revient, il a la tête sous le bras, il dit, j'ai un problème. Mais tant on va le réparer, on va le renvoyer faire la même chose au même endroit avec les mêmes risques. Jusqu'au jour où il y aura tellement de morceaux partout qu'on ne pourra plus refaire le puzzle. Oh. Ben, c'est un peu la même chose au niveau de l'épuisement professionnel. Si vous avez travaillé dans des institutions hachoirs à viande, dans des entreprises où la ressource humaine n'est juste qu'un panneau sur une porte, avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui s'entraînent, qui s'envoient et qui envoient des messages? Ils s'arrêtent un petit peu, ils s'arrêtent un petit peu plus, ils s'arrêtent à intervalles espacés. Après, ils s'arrêtent de manière de plus en plus rapprochée, à intervalles de plus en plus rapprochés, jusqu'au jour où ils tombent. Et là, il va falloir les attendre un moment. Ça ne se fait pas juste une fois. Il y a des prémices. C'est un peu comme les signes annonciateurs d'une secousse sismique. Il y a des prémices. Pas toujours, ça donnerait le temps d'évacuer, mais on passe à côté. On passe à côté parce que, voilà, je pense que la tension, la pression au travail est telle, l'absentéisme, comment on l'appelle? Flottant, roulant, l'absentéisme roulant, flottant. Je ne sais plus. Ce genre de tournus, une fois c'est l'un, la semaine d'après c'est l'autre. Dans un service comme ça, quand il y a régulièrement toujours sur 5-6 personnes, 1 ou 2 qui est absente, mais quand c'est toujours la même, limite, jouer avec les possibilités d'absence 1 jour ou 2 sans avis médical ni rien. Alors soit c'est une personne qui a pris son parti et qui opportunément utilise le système, soit quelqu'un qui nécessiterait une attention particulière. Mais voilà, ça s'annonce, ça se prépare, et le jour où il y a cet effondrement, le temps que ça prend, c'est absolument inouï. Quand les gens attendent trop longtemps, et Dieu sait que pour des raisons de quoi? De pression professionnelle, peur de perdre son job, peur de passer pour incompétente. Oui, mais tu ne sais pas t'organiser. Oui, mais tu ne rationalises pas tes tâches. Oui, mais tu es faible. Oui, mais il faut tenir le coup aujourd'hui dans cet univers sans pitié, etc. Toutes ces choses-là. Cacher, ne pas dire, ne pas laisser voir, jusqu'au moment où il sera difficile de cacher. Donc les gens attendent trop longtemps, et c'est vraiment, ils ont épuisé toutes les ressources à disposition, et les ressources extérieures.
mais ils y retournent quand même. Il y a un corollaire au burn-out qui est sur le plan professionnel. On va rester juste sur le pro avant de rentrer dans les autres. Le mobbing. Il y a une association dans les textes. Le mobbing est incriminé comme étant une grande cause de burn-out. Et le mobbing peut prendre du temps aussi. Tu te retrouves isolé, tu te retrouves critiqué. En fait, le mobbing nous renvoie à la perversité narcissique. Quoi que tu fasses, ça ne va jamais. Quoi que tu tentes, tu es à côté. Tu te retrouves isolé. L'effet mouton de Panurge fonctionne. On reste dans les bons papiers, les petits papiers du chef, et puis bouc émissaire, mouton noir, ce que vous voulez, vilain petit canard. Et la personne vit vraiment de très mauvaises heures. Elle épuise son environnement externe aussi, en termes de soutien, jusqu'au moment où gros pétage de plomb. Visible ou pas visible. Mais le mobbing a ce site particulier qui va encore aggraver le dommage. Si tu t'épuises professionnellement parce que tu essayes de masquer de l'incompétence, tu ne sais pas faire mais tu fais semblant de faire, tu prends 5 heures là où quelqu'un qui est formé à ça prend 1 heure, mais tu veux garder ton job, tu ne veux pas que ça se sache, tu tiens le coup quand même, tu recontrôles le contrôle du contrôle que tu as déjà contrôlé 3 fois sur le premier contrôle parce que tu veux être sûr et tu ne veux pas que ça se voit, et tu t'épuises, tu fais des heures sup, tu reviens le week-end, t'en peux juste plus et tu vis en haute vigilance constante, tu es stressé, vraiment stressé, mais à un moment donné, ça crame. À un moment donné, ça crame. Mais ça, il n'y a pas besoin de mobbing pour le faire. Et après, il faut du temps pour se relever. Par contre, mobbing plus épuisement professionnel standard, c'est vraiment long. Et les gens développent au passage, moi j'ai vu des trucs inouïs en termes de tableaux croisés. Ils venaient de chez les coachs, il leur était attitré des coachs, parfois même payés par la boîte. Ça durait 6 mois, ça n'avait rien donné. Pourquoi ? Mais parce que la personne avait développé, elle n'avait toujours pas géré son stress, le coach n'est pas un thérapeute du stress, et parce qu'ils avaient développé des phobies. Une anxiété particulière à l'idée du bureau, des collègues de bureau, du mandat, etc. Tu veux faire quoi ? Petit coaching là, de compétences, de talents, de représentation de l'emploi, c'est léger. C'est léger. La personne est endommagée. Voilà, c'est un dommage. Le mobbing occasionne des dommages. Le burn-out consécutif au mobbing est un dommage supplémentaire. La personne est endommagée.